Après l'impressionnant succès de la série Arcane, sortie l'an passé sur Netflix, le studio d'animation Fortiche Productions travaille sur une seconde saison. Il est encore trop tôt pour en révéler le contenu, mais pas forcément pour faire partie de l'équipe de cette saison 2 d'Arcane. Nous vous proposons donc aujourd'hui une interview d'Emmanuel Aubeau, en charge du recrutement chez Fortiche Productions. Vous trouverez sous la vidéo le sommaire de l'interview, ainsi que des informations pour postuler. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et notamment ce qui t'a poussé à t'intéresser à l'animation et à la partie RH, puisqu'à la base, tu n'étais pas forcément dans ce domaine-là? Absolument. Je suis arrivée dans l'animation par le biais, j'ai découvert en tout cas le secteur de l'animation plutôt du côté des écoles, parce que j'ai commencé en tant que chargée de relations entreprises, d'abord à l'école Isart Digital, qui était une école effectivement orientée sur l'animation, les VFX et le jeu vidéo. J'ai travaillé là-bas pendant 7 ans et demi. J'ai connu la croissance de l'école qui, dès le départ, avait intégré l'alternance comme un point central de leur formation. Et donc, moi, je suis arrivée sur le service relations entreprises pour accompagner les étudiants dans la recherche de stages, d'alternance et aussi leur donner les clés, en tout cas, pour mettre un premier pied dans cette industrie. Et je me suis spécialisée sur les formations animation et FX. Et c'est comme ça aussi que moi-même, j'ai découvert ce secteur, les métiers qui sont derrière et les studios. Et mon travail était de comprendre les attentes des studios, leurs valeurs et essayer de trouver les profils qui correspondaient le plus à ce qu'ils pouvaient attendre d'un jeune ou d'une jeune en formation qui recherche un stage ou un premier emploi. Voilà, et là, cette découverte de cette industrie que je trouvais hyper stimulante de par tous ces passionnés qui gravitent autour de ce secteur, de ces métiers, de voir tout ce collectif aussi qui est derrière une œuvre et de comprendre finalement toutes les compétences qui étaient attendues derrière ces œuvres que l'on peut voir sur nos écrans de télé, sur les grands écrans au cinéma, et d'aider ces jeunes à y mettre un premier pied. Et c'est comme ça aussi que j'ai tissé des liens avec différents studios. Donc pendant 7 ans et demi, voilà, à peu près à Isart. Après, j'ai rejoint l'école l'IM, également pour m'occuper plus particulièrement de la formation animation 3D, gestion de prod, jeux vidéo et création et design. J'avais un spectre un peu plus large et avec quand même cette envie constante d'année en année de me dire j'aimerais bien aller de l'autre côté et accompagner plutôt les studios. Ou un studio en l'occurrence, dans sa recherche de talent. J'ai commencé un peu à sonder, à me dire est-ce que mon projet il est pertinent de par mon parcours, parce qu'effectivement je n'avais pas fait de formation dans ce domaine. Et puis les discussions ont commencé avec Fortiche, que j'ai rejoint il y a 3 ans, en 2019. Et je pense que le parcours que j'avais avec les écoles, le réseau aussi que j'avais dans ce public junior, et puis cette facilité, cette capacité à m'adresser aux talents et à comprendre les enjeux d'un studio, on fait que le début de la collaboration s'est entamé il y a 3 ans pour rejoindre Fortiche pour m'occuper du recrutement et des relations avec les écoles pour le studio. Concrètement, ton travail au quotidien, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est une journée type? Une journée type, moi je suis vraiment là, donc je suis la seule personne pour l'instant qui s'occupe du recrutement chez Fortiche. Mon travail, c'est d'être en support de l'équipe de production. Donc l'équipe de production va me donner un besoin, me communiquer un besoin de recrutement. Mon travail, ça va être de définir avec eux, de bien préciser ce besoin pour ensuite aller chercher les talents qui peuvent y correspondre, accompagner les équipes dans tout le process de recrutement, donc des entretiens, tests, jusqu'à la sélection du profil par le superviseur ou la superviseuse du département en question. Et puis ensuite, tout le relais côté RH de la proposition de recrutement jusqu'à l'intégration dans les équipes. Là, pour le coup, j'ai des personnes pour m'épauler. Donc voilà, le quotidien, c'est être là en support de la production, pouvoir leur enlever en fait cet aspect recherche de talent, prise de contact, organisation, et être vraiment cette interface de la vitrine Fortiche vers l'extérieur. Recherche de talent au quotidien et entretien aussi du réseau de Fortiche et entretien des relations avec les écoles. Donc voilà, ça fait peut-être beaucoup sur une même journée, mais c'est à peu près ce à quoi ressemble une journée type.
un peu de scouting, un peu de la gestion des entretiens, du processus de recrutement et les relations avec les écoles. Au niveau de la définition des besoins, justement, comment est-ce que ça se passe? Puisqu'il peut y avoir un département qui va avoir envie d'avoir plus de monde, mais derrière, il y a des contraintes budgétaires, par exemple. Comment est-ce que ça se décide? OK, on va embaucher des personnes ou... Ça va vraiment être la production qui va prendre en considération tous ces éléments à partir du planning, du budget qu'ils maîtrisent. Et en fait, moi, ils vont vraiment arriver vers moi à partir du moment où le besoin peut être confirmé par la prod. C'est vraiment avec le saut de la production que je vais pouvoir entamer une recherche de profil. Donc c'est effectivement parfois à l'initiative d'un superviseur de département qui va lui-même peut-être transmettre un besoin de compléter ou de renforcer son équipe. Mais souvent, c'est quand même la production elle-même qui anticipe au plus possible les besoins pour ne pas avoir de recrutement à faire à la dernière minute. Ça, c'est quand le planning, en tout cas, le permet. Et c'est vraiment cet objectif d'être réactif et d'être le plus possible dans l'anticipation à leur côté. Donc, c'est vraiment plutôt comme ça qu'on va travailler. C'est la prod me passe commande, si je puis dire. Tu vois, fait sa liste de courses. Au niveau de la sélection et du tri dans les candidatures, est-ce que tu es impliqué aussi, par exemple, en recevant les bandes démo, les CV? Comment ça se passe concrètement? Oui, tout à fait. En fait, la sélection, il va y avoir à la fois de la recherche active de talents, donc là, c'est vraiment du talent scouting pur, et il y a aussi toute une base de candidats que l'on entretient au fur et à mesure des années, qui est une base à la fois de personnes qui ont déjà peut-être pu travailler avec nous par le passé, également, bien sûr, le réseau de l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices qui partagent, qui font du bouche à oreille. Et il y a toutes les candidatures qui arrivent de manière soit spontanée ou en réponse à une offre via notre site internet. Donc là, c'est tout un travail d'analyse de ces candidatures. Donc ça, c'est moi qui fais un premier filtre effectivement sur le volume en fait qu'il peut y avoir pour essayer par rapport aux besoins que j'ai définis avec la prod de me rapprocher le plus du profil recherché. Et après, je soumets en fait déjà une présélection de profils à l'étude du superviseur du département concerné, qui lui va affiner cette sélection et me dire voici les talents que j'aimerais rencontrer dans le cadre d'un entretien, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de sélection, tu fais ça uniquement sur le profil ou est-ce que tu analyses aussi un peu la bande démo, voir si le niveau passe? J'analyse la démo. Ce qui va vraiment faire foi, nous, finalement, ce que l'on demande dans les candidatures et qu'on étudie le plus, c'est la démo ou le book, enfin, en fonction du métier. Et après, le profil LinkedIn qui nous sert effectivement à comprendre un peu le parcours de la personne, à juger aussi parfois de son niveau de seniorité, par exemple. Par rapport à nous, notre besoin, c'est sûr que si on ouvre un poste de senior et que j'ai que des candidatures de junior, ça ne collera pas à ce moment-là à ce que l'on recherche. Donc effectivement, il y a une première sélection qui se base sur l'image. Et en fait, c'est l'élément clé. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi appris aux côtés des superviseurs à travailler mon œil, même s'il est beaucoup moins développé que le leur, pour essayer de faire cette présélection et d'aller coller au maximum à ce qu'ils recherchent. Donc ça passe bien sûr par la démo et le book, où là, moi, j'ai mes critères, je sais ce qu'ils attendent et je vais pouvoir faire cette présélection. Lors du recrutement pour la saison 1 d'Arcane, une des difficultés côté recrutement, c'est que le projet ne pouvait pas être évoqué publiquement. Concrètement, en tant que candidate, si je postulais, qu'est-ce que j'avais comme information? Qu'est-ce qui pouvait être communiqué en entretien? À ce moment-là, ce qu'il y avait comme information, c'est donc les personnes pouvaient soit candidater de manière spontanée, en spécifiant quels étaient leurs domaines d'expertise, et sinon, il y avait, parfois on diffusait quelques offres sur notre site, mais sans pouvoir effectivement dire que l'on travaillait sur Arcane. On essayait d'être très générique, projet, qualité long métrage. Ça ne laissait pas trop entendre ce que ça pouvait être derrière. Donc moi, c'était vraiment sur la base de ce que le candidat ou la candidate pouvait présenter comme travaux que j'allais chercher ce qui pouvait se rapprocher de nos attentes. Et que là, une fois que le superviseur me dit « Ok, j'aime bien ce profil », à la prise de contact, une fois le NDA signé, là, on pouvait déjà en dire un petit peu plus
Et puis après, bien sûr, c'est surtout l'entretien qui faisait foi et où on pouvait aussi nous-mêmes présenter plus en détail notre poste et le projet. Au niveau de la saison 2, on imagine évidemment que les choses ont beaucoup changé. En termes de volume de recrutement, de niveau d'expérience peut-être, qu'est-ce que ça a changé? Alors, effectivement, ça a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, au moins, on peut dire ce sur quoi on travaille. Et puis, la première saison a aussi apporté une véritable notoriété, même à l'international. Donc, on a aussi un volume de candidatures, même de manière spontanée, à gérer qui est plus important que ce qu'on avait pu avoir au moment où on avait les recrutements de la saison 1. Mais finalement, en termes de volume, c'est pas là qu'on a eu le plus de recrutement parce qu'on a aussi beaucoup de talents qui étaient avec nous sur la saison 1, qui ont poursuivi l'aventure saison 2 avec nous. Ça n'a pas tant été une question de volume, mais effectivement, par contre, on a des attentes qui sont toujours plus hautes. Enfin voilà, la saison 2, l'objectif des équipes, c'est aussi, encore une fois, d'essayer de monter notre niveau d'exigence et de qualité sur les images. Donc c'est ce qu'on attend aussi sur les talents que l'on va rencontrer. Donc pas vraiment une question de volume, mais toujours une question de qualité des profils. Mais ce que j'entends derrière qualité, c'est à la fois des compétences artistiques, techniques, que l'on va déjà pouvoir prédéfinir sur la candidature. En tout cas, est-ce qu'a priori, ça semble correspondre à ce qu'on recherche? Et après, ce qu'on va aussi chercher à déterminer au moment de l'entretien, c'est est-ce que cette personne va pouvoir, en termes de personnalité, de caractère, de capacité à travailler en équipe, est-ce qu'elle va pouvoir s'intégrer dans le collectif existant? Le but n'étant pas d'éclater un département qui fonctionne bien, mais au contraire d'y intégrer peut-être un regard neuf, un nouveau talent, mais qui va pouvoir prendre le train en route, apporter sa singularité, son talent, mais tout en s'intégrant quand même dans quelque chose qui est déjà existant. Aujourd'hui, ça va être plutôt ça le challenge lorsque l'on a besoin de venir compléter, renforcer en tout cas une équipe déjà existante. C'est vrai que ça peut être un défi aussi, surtout avec une équipe de cette taille-là, et alors que la demande est assez forte. Avant la sortie de la saison 1, côté storyboarding, ce qui nous avait été dit, c'est qu'il y avait des personnes qui venaient plutôt du long métrage, d'autres de la série, et que du coup, en termes de méthode de travail, une manière d'approcher les scènes, c'était pas forcément la même chose et il fallait faire fonctionner. C'est tout à fait ça. C'est effectivement, on a des personnes qui viennent d'environnements différents. C'était le cas aussi lorsque les équipes ont été créées pour la saison 1 d'Arcane. C'est-à-dire qu'on avait effectivement dans des départements des personnes d'horizons différents qui avaient plutôt travaillé sur du long, sur de la série. C'était intéressant aussi d'avoir ce mix des équipes parce que on travaillait sur une série qualité long métrage, donc on avait un pipe très proche effectivement d'un pipe de long métrage 3D, mais avec des contraintes de production de série. Donc c'était intéressant d'avoir cette mixité en fait aussi, je dirais, dans les talents. Et par exemple, oui, pour revenir sur le storyboard, effectivement, c'était un exemple type de ce cas de figure. Donc c'est vrai que ce sont des enjeux d'essayer d'avoir une équipe qui fonctionne ensemble et qui s'apporte aussi de par ses précédentes expériences. Je pense que c'est ce qui a fait aussi la richesse. Au début, c'est des méthodologies à prendre en main. Et c'est pour ça aussi que tous les talents qui nous rejoignent dans l'ensemble des départements, il y a un temps qui est dédié à ce que la personne elle puisse prendre son poste, se familiariser avec le projet, avec les méthodologies de travail, avec l'équipe. Et ça, c'est un temps que la prod vraiment dédie à l'onboarding, en fait, si je puis dire. C'est pas juste une journée, regarde ce qui a été fait et puis lance-toi dans le grand bain. Il y a vraiment plusieurs jours qui sont dédiés à cette intégration et à cette prise de poste, en fait, si je puis dire. Toujours sur la saison 1, donc il y a à la fois eu la taille des équipes qu'il a fallu augmenter, mais du coup le département RH lui-même qu'il a fallu mettre en place, étoffer, créer des process. Comment ça s'est fait concrètement ? En fait, c'est vrai qu'avant Arcane, Fortiche n'avait pas non plus la taille que le studio a aujourd'hui. Il n'y avait pas de département à proprement parler RH et ou recrutement. En 2017, il y a mon collègue Lionel Béchara qui est arrivé. Au départ, vraiment pour des sujets de recrutement, on en était à ce moment-là sur le pilote d'Arcane. Donc il y avait les équipes à constituer pour ça, en tout cas poursuivre la constitution de ces équipes. Donc ça a été un de ses premiers enjeux. Et très rapidement, les équipes grossissent, il y a des enjeux de gestion du personnel, des enjeux de gestion RH qu'il s'est vu aussi attribuer au fur et à mesure.
Et puis les effectifs grossissants, les sujets grossissants, ils ne pouvaient plus gérer à la fois la gestion du personnel et le recrutement. Donc moi, je suis arrivée en 2019. Donc en réalité, entre-temps, lui, il a géré donc le pilote, la pause qu'il y a eu pendant la réécriture des scripts, pause durant lesquelles les objectifs, c'était d'essayer de garder un maximum les talents au studio en attente du retour en production d'Arcane. On a eu à ce moment-là les projets de Rise et KDA qui ont permis justement de garder un maximum de talents. Et pour ceux que l'on n'avait pas pu garder, il y avait l'enjeu de garder le contact, continuer à maintenir le lien pour pouvoir les faire revenir une fois que la production de la saison 1 allait pouvoir être relancée. Et moi, je suis arrivée à peu près quelques mois après ça, 6 mois à peu près après. Donc il y avait une centaine de personnes. Et l'enjeu, effectivement, tous les départements étaient en train de se lancer. Et l'enjeu, c'était de venir compléter toutes ces équipes sur l'ensemble des départements jusqu'à la fin de la saison 1. Où là, il y a eu un enjeu qui était de mener à bien le projet et de vivre ce rush de fin de prod, ce qui nous a amené à doubler, voire tripler certains départements. Et le département RH, donc moi je suis arrivée en 2019 pour prendre en charge les recrutements et les relations écoles et permettre à Lionel d'être vraiment sur des sujets de gestion RH. Et on a également eu Claire Varin qui nous a rejoint fin 2020, début 2021, qui était au département administration chez nous sur la gestion des contrats, justement, et qui est venu plutôt faire un binôme en fait, avec Lionel, où ils se sont répartis les départements pour la gestion des équipes, en relais avec, bien sûr, les équipes de production sur le terrain. Donc on est passé de 0 à 3, en gros. Un petit retour pour la partie pause, pour les personnes qui n'auraient pas suivi, parce qu'on en a parlé sur le site, mais juste expliquer comment ça s'est passé. Oui, effectivement, donc il y a eu au moment où le pilote a été remis à Riot, ils étaient super contents du résultat. Et pour résumer, l'idée ça a été de se dire de leur côté, il faut qu'on aille plus loin dans l'écriture. On tient quelque chose, il faut qu'on aille encore plus au bout de ce que l'on peut faire sur cette première saison. Donc effectivement, pause pendant presque un an. Pour les équipes qui étaient lancées sur le pilote. Et donc l'idée, c'était garder les talents, mais aussi de pouvoir justement éprouver le pipe qui avait commencé à être mis en place sur le pilote, pouvoir le peaufiner pour faire en sorte que lorsque la production d'Arcane allait pouvoir reprendre, qu'à la fois les collectifs, en tout cas la racine du collectif de talents soit prêt à reprendre le projet en main et que le pipe ait été bien développé et bien testé sur Rise et KDA. Vous êtes 3 au niveau RH. Fortiche a aussi 2 studios à Montpellier et aux Canaries. Concrètement, est-ce que c'est géré à Paris? Est-ce que c'est géré sur place? Alors, pour la partie RH, c'est géré à Paris. Ça a été un des enjeux. Donc, effectivement, on a ouvert les satellites en 2020, si je ne fais pas erreur. Ces 2 studios, Montpellier et Las Palmas, ça a été des enjeux, effectivement, de recrutement. Il fallait recruter assez rapidement, faire connaître, là aussi, nos studios, donner envie aux talents de venir exercer leur métier sur deux destinations nouvelles, mais en ayant bien sûr toujours cette volonté d'attirer des talents sur un projet comme Arcane. Ils allaient travailler exactement dans les mêmes conditions. Donc on a, avec mon collègue, pris en charge toute la partie recrutement et aussi accompagnement de la création de la structure d'un point de vue RH. Pour Las Palmas, par exemple, c'était aussi de se familiariser avec le droit espagnol. Ça a été un travail pris en charge par Lionel. Et donc, on n'a pas de cellule RH destinée uniquement proprement à Montpellier et à Las Palmas. C'est nous qui gérons les recrutements et le suivi des équipes là-bas, toujours en collaboration avec la production et avec les superviseurs de département qui sont sur le terrain avec les équipes et également les chargés de production qui sont là-bas. Au niveau des artistes, est-ce que ça peut tourner entre les studios? Est-ce que c'est quelque chose que vous favorisez? Ou est-ce que c'est pas forcément C'est pas forcément l'idée au départ, même si effectivement c'est quelque chose que l'on a pu permettre si la situation se présentait, si les plannings concordaient bien. Le but n'était pas tout le temps de faire des ponts en disant tiens, tu peux faire 6 mois à Paris, puis 6 mois à Montpellier, puis après 6 mois à Las Palmas. C'était quand même d'essayer de garder des équipes qui puissent être quand même en place sur la durée, parce qu'elles sont rattachées sur place à un superviseur, à un lead. Pouvoir créer cette souplesse, oui, l'idée est là,
Mais ce n'est pas un acquis forcément dès le départ. C'est pour ça qu'on a des recrutements que lorsque l'on ouvre un poste, on précise si ce dernier est à Paris, à Montpellier ou à Las Palmas. On essaie quand même de créer des équipes qui vont pouvoir s'installer dans la durée. Concrètement, quand quelqu'un envoie un CV, une bande démo, est-ce qu'il y a des erreurs récurrentes qui surviennent vraiment souvent et qu'il faudrait éliminer? Ouais, il y en a effectivement qui reviennent assez souvent. Je crois que la première, ce serait des profils juniors, par exemple en recherche, voire même plus que juniors, en recherche de stage ou d'alternance et qui postulent sur des offres de lead. Bah là, clairement, il y a une erreur. Je pense que derrière, il y a souvent la volonté de se dire « je teste, au moins ils auront ma candidature ». Mais pour cela, il y a toujours un onglet où vous pouvez postuler de manière spontanée. Et où nous, justement, après, c'est notre travail dans l'étude des candidatures, de définir est-ce que ce profil va plutôt être junior, middle, senior. Mais c'est sûr que si vous postulez, si moi je vois lead animateur et à côté je vois que la recherche c'est un stage, forcément la corrélation ne peut pas se faire. Parce que niveau d'attente de seniorité qui ne sera forcément pas là. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, je dirais aussi, c'est de ne pas personnaliser suffisamment sa candidature et je parle surtout par là du book ou de la démo. Je pense que c'est important que la personne qui souhaite postuler chez Fortiche puisse aussi, si par exemple on imagine la texture ou le matte painting, il faut avoir fait ce travail en amont d'observer nos productions et de se dire « Ah tiens, ça doit être comme ça, de cette manière qu'ils travaillent la texture et le matte painting, ça se rapproche de ce que je fais ». Je montre donc des travaux qui vont pouvoir leur prouver que je peux intégrer leur département, par exemple texturing ou matte painting, parce que j'ai la sensation que je travaille de cette même manière. Si aujourd'hui j'ai un candidat ou une candidate qui va m'envoyer des textures très réalistes, par exemple, alors que nous on est sur un travail de texture peinte, vraiment un travail plutôt de mise en couleur, forcément je vais me dire cette personne n'a pas dû étudier la manière dont on travaille et ça ne peut aussi belle que ces réalisations puissent être, ça ne correspondra pas à ce qu'on recherche. Donc ça, c'est des erreurs que l'on peut avoir aussi de manière assez récurrente. Ce sont des personnes qui vont plutôt postuler avec des profils généralistes. Même s'il y a des points très intéressants dans ces candidatures et parfois on va essayer d'aller creuser parce qu'il y a vraiment de belles choses dans les réalisations. On a aujourd'hui une production qui est organisée vraiment de manière très compartimentée. Chaque département a sa propre spécialité et donc effectivement on va plutôt rechercher des profils spécialistes. Et ça aide véritablement la gestion de la candidature quand derrière on a une démo qui est destinée à un département propre. Quitte à ce que la personne, si elle a deux axes de spécialité sur lesquels elle a du mal à choisir, par exemple, là, elle peut éventuellement postuler 2 fois en mettant en compétence principale d'abord, la texture, puis ensuite la modée, pourquoi pas. Un truc que j'avais remarqué au PIDS, c'est le fait de mentionner la statistique au niveau du ratio dans les équipes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce ratio? Pourquoi c'est mis en avant? Oui, c'est vrai que sur le site, il y a bien sûr l'index d'égalité salariale homme-femme. C'est de toute façon une obligation, donc c'est tout à fait normal qu'on le fasse apparaître sur notre site. On n'est pas dans un sujet où on se dit il faut absolument qu'on ait la parité dans chacun des départements et où du coup on oriente nos recrutements pour ça. Un talent, il est recruté avant tout pour le talent artistique et technique qu'il va nous montrer. C'est pour ça que parfois, avant même que je regarde un LinkedIn, moi je regarde d'abord une démo ou un book et je vais pas savoir si derrière c'est un homme ou une femme. C'est pas le premier élément que je vais chercher à comprendre. Après, chaque superviseur, chaque superviseuse va aussi gérer son département comme il l'entend. Et là, on peut avoir par contre à l'échelle d'un département, un superviseur qui émet le souhait de se dire « si, moi je cherche la parité parfaite ». Donc là, j'impose, pourquoi pas, une contrainte de se dire « il me manque une femme dans mon département, donc le poste que l'on va ouvrir, ça doit être une femme qui sera sur ce poste-là ». Ça peut être à l'échelle plutôt d'un département et d'une demande d'un superviseur. C'est pas un sujet sur lequel on s'impose des choses. On vient surtout chercher des talents
correspondront à ce qu'on recherche et qui aussi se sentiront bien et où arriver chez Fortiche sur une production comme Arcane leur permettra également à eux d'ajouter, on l'espère en tout cas, un beau projet dans leur parcours, leur permettre aussi de continuer à monter en compétences et d'appliquer ce qu'ils savent faire. C'est vraiment ça, la priorité, plus que de se dire quel est le genre qu'il y a derrière la personne, en réalité. Un sujet un peu connexe, c'est tout ce qui est responsabilité sociale, gestion du harcèlement moral, sexuel, que ce soit en termes de prévention, formation ou en aval s'il y a un problème qui survient. Comment est-ce que vous abordez ça au sein du studio ? Les premières choses pour nous, ça a été de mettre en place les bons interlocuteurs pour tout ce type de sujet inhérent à la responsabilité sociale. Donc tout d'abord, ça a été la mise en place d'un CSE, d'abord à Paris, puis ça a également été le cas récemment sur le CIE de Montpellier. Avec au sein du CSE un référent ou une référente harcèlement moral et sexuel. Et là, on est en train aussi de nommer dans les équipes support internes à Fortiche un pendant, un référent également harcèlement moral et sexuel qui pourra travailler en collaboration avec la personne en charge de ces sujets au sein du CSE. Donc ça a été d'abord créer ces interlocuteurs. Des interlocuteurs qui peuvent aussi du coup être en présence, en écoute de l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, faire remonter tout sujet inhérent à ça, donc bien sûr tout ce qui est obligation d'affichage, sensibiliser à ce sujet, ça il y a eu différentes communications en ce sens. On est aussi en train de réfléchir à de la mise en place de formations pour nos équipes. Donc voilà, c'est plutôt un sujet auquel on répond graduellement en fonction des points qui peuvent être remontés, des demandes aussi. Ça s'inscrit, je pense, plutôt aussi dans la manière dont travaille Fortiche, qui apporte beaucoup de bienveillance et de temps d'échange à ses équipes, soit par le biais du CSE, mais aussi de manière générale. C'est ce que la direction a instauré et que l'on vient nous aussi mettre en place chacun à nos échelles, que ce soit la prod, les superviseurs, les départements RH bien entendu. Et voilà, c'est plus de répondre aux besoins et petit à petit de mettre en place des choses pour sensibiliser quand même que tout le monde ait conscience de ce sujet qui est bien sûr de plus en plus d'actualité et de pouvoir répondre en tout cas en fonction des attentes que les équipes peuvent avoir de la part de Fortiche. Une dernière question, concrètement en termes de besoins dans les semaines, peut-être même mois à venir, quels vont être les besoins en termes d'équipe ? Est-ce que en termes de profil Oui, de toute façon, on est en permanence en recherche de profil. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des équipes sur la saison 2 d'Arcane la plupart des équipes sont déjà au complet. Mais après, les aléas de la production font qu'on a toujours quand même un œil sur les talents. Donc, il n'y a pas... Je dirais pas qu'il y a un gros volume de futurs recrutements à venir, mais il y a des talents pointus qui vont être recherchés, donc sur des départements comme le storyboard, le matte painting, le concept art, les FXO 3D, un peu d'animation, un petit peu de modeling, du rig. Voilà, c'est déjà pas mal, mais on reste toujours à l'affût de prochains talents pour Arcane saison 2, puis pour de potentiels futurs projets.